Bonsoir à tous. On va commencer ce webinaire maintenant. Alors, ce que je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de déconnecter tous vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit de fond pour moi-même et l'ensemble des participants. Donc, déconnectez vos micros. Quand vous avez, si vous avez le souhait de me poser une question avec votre micro, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la fenêtre de chat à droite, vous me dites hi, ça veut dire que vous voulez me poser une question, je vous réponds OK, et à ce moment-là, vous activez votre micro et vous posez votre question. Et vous n'oubliez pas de refermer votre micro une fois que vous avez fini de parler, de manière à ce qu'on ait toujours un confort d'écoute optimal et qu'on n'entende pas en bruit de fond les différents bruits qui peuvent occasionnellement se produire. Donc, on va commencer ce webinaire premier du genre, hein, puisque je vais répondre dans un premier temps aux questions, aux demandes qui ont été faites sur les différents actifs que vous m'avez soumis. Et puis, encore une fois, ce qu'on va tenter de faire ensemble ce soir, c'est de dialoguer si effectivement vous avez envie de prendre la parole par rapport à quelque chose que j'ai dit qui n'a pas été suffisamment clair et que vous souhaiteriez donc que j'y apporte des précisions supplémentaires. Alors déjà, je vais commencer avant tout à remercier tous ceux qui m'ont posé des questions, donc, et puis ça va vous permettre à vous également de savoir de quoi on va parler ce soir. Donc, il y a Kevin qui voudrait avoir une lecture des indices actions Europe. J'ai pris l'Eurostoxx 50, c'est celui que vous avez à l'écran. US, j'ai pris le S&P. Et puis, les pays émergents, j'ai pris le MSCI Emerging Markets. Tout ça sur des horizons de temps moyen-long terme. J'ai Pierre Aloïs qui me demande une analyse du secteur auto à moyen terme. On va continuer avec une demande de Jean sur le secteur bancaire, toujours à moyen terme. Ensuite, donc, on va aller plutôt sur la demande de Kevin sur les pays émergents. Et de là, on va embrayer logiquement sur une demande de Frédéric sur le cuivre et une demande de Gérard sur le palladium. Ensuite, on va terminer la séquence matières premières avec une requête moyen terme de Mariella sur le gold. Et puis, j'ai eu une question donc, de Didier et Elena sur Total à moyen terme. Pour conclure, on parlera des devises avec une demande de Vincent sur le Bitcoin à long terme et une demande de Gauthier sur le CAD JPY. Voilà, donc c'est le programme de ce soir. On est ensemble pendant environ 1 heure, ce qui veut dire que pour pas que ce webinaire ne dure trop longtemps, je vous demanderai vraiment de bien réfléchir à vos questions avant de les formuler pour que je puisse y répondre de la manière la plus concise et la plus précise possible. On va donc commencer avec Kevin et donc les indices actions Europe et US, donc moyen-long terme. Alors, j'ai mis donc un chart de l'Eurostoxx hein, en données mensuelles déjà pour commencer. On remonte à 1997 et donc ce qu'on voit à l'écran,
c'est que, déjà ce qui saute aux yeux, hein, c'est la sous-performance de l'Eurostoxx par rapport au Dow Jones, hein, ou S&P 500, avec cet Eurostoxx, vous voyez, qui depuis 2009, finalement, ne fait pas grand-chose. Il a surtout échoué à inscrire des nouveaux sommets, comme les indices américains. Avec l'accélération baissière qui a suivi l'explosion de la pandémie Covid-19, on a un Eurostoxx 50 qui est retourné donc sur cette zone de support. Alors, c'est une zone parce que je suis toujours plus à l'aise, moi, quand je fais de l'analyse, à raisonner en termes de zone plutôt que en ligne précise. Il y a un niveau qui va d'une fourchette de prix de 2740 points à 3040 points. C'est ce que vous avez ici à l'écran. Légèrement, donc, cette zone légèrement jaune, c'est donc une zone de laquelle il va falloir que l'Eurostoxx 50 arrive à s'extraire pour avoir une hypothèse de rebond à moyen terme. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui arrive, un retardataire, donc il faut que je l'accepte. Voilà. Donc, zone entre 2740 et 3040, s'il y a effectivement un rebond sur l'Eurostoxx 50, il va y avoir ici un tout petit point de résistance intermédiaire à 3400 points, et puis sinon, c'est le haut du range qui est à 3756 points, 3760 points, qui pourrait être donc le target des investisseurs qui seraient intéressés donc par un rebond sur l'Eurostoxx sur vraisemblablement la deuxième partie d'année 2020 et peut-être même 2021 si c'est si on a effectivement un rebond qui prend forme dans les prochains mois. Tant que ce niveau à 3041 il n'est pas dépassé de manière significative, le risque, eh bien, c'est de voir finalement une pression baissière réapparaître sur l'Eurostoxx 50 et sur cassure des 2740 points, ça serait d'aller chercher dans un premier temps ce petit niveau de polarité à 2500 points, alors on va dire entre 2500 et 2400 points, et sur un horizon de temps encore plus large et sur un régime de volatilité plus important, ça serait éventuellement les points bas de 2011, c'est-à-dire ici, qui pourraient être retestés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Eurostoxx 50 si on essaye de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les prochains mois. On a ici un range entre 2700 et 3700 points. Et si on met de côté tout le contexte lié à la pandémie du Covid-19, bah, en fait, quand on est en présence de trading range, on achète les supports et on vend les résistances. Donc, on peut tout à fait considérer qu'on n'est pas très loin encore des points d'achat sur l'Eurostoxx 50 avec les targets que j'ai identifiés. Alors, il y a 3 paliers importants, je les répète. 3040 points, c'est une clôture mensuelle au-dessus de ce niveau, confirmerait potentiellement la suite d'un rebond. Hypothèse numéro 2, le rebond continue, on va sur 3004. Et si effectivement la présence des acheteurs est toujours aussi importante, c'est sur le haut de range que l'Eurostoxx 50 pourrait aller. Si en revanche, on a un échec de dépassement de 3040 points, ça voudra dire vraisemblablement que le support autour de 2700 sera enfoncé et que dans ce cas-là, les paliers, les targets suivants,
c'est 2400 points et puis 2100 points. On est en présence donc d'un indice qui est en tendance plate. Et Eric donc me posait la question comment j'utilise le ROC, c'est-à-dire le rate of change. Alors, très rapidement, le rate of change, c'est un indicateur technique qui va calculer la vitesse de progression d'un sous-jacent exprimée en pourcentage. C'est normal puisque c'est un rate. Donc, si on traduisait en français, ça voudrait dire en fait le taux de changement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un rate of change de 36 périodes? On est en données mensuelles. Donc, ça veut dire que c'est un rate of change qui va calculer la variation de l'Eurostoxx 50 entre son prix il y a 36 mois et son prix aujourd'hui. Si le rate of change est supérieur à 0, ça veut dire que son prix d'aujourd'hui est supérieur au prix de l'Eurostoxx 50 il y a 36 mois. Si en revanche, il y a un rate of change qui est négatif, ça veut dire le contraire, que le prix d'aujourd'hui est inférieur au prix de l'Eurostoxx 50 il y a 36 mois. Alors, pourquoi j'utilise des indicateurs de momentum? Eh bien, parce que souvent, le momentum va décroître, c'est-à-dire que la vitesse d'une tendance haussière va décroître avant que le marché se retourne. Et évidemment, alors attendez, j'ai encore quelqu'un qui se un retardataire. Donc évidemment, ce n'est pas parce que la vitesse de progression d'un sous-jacent va décroître que le sous-jacent va se retourner. Pas du tout. Si par exemple on a une tendance haussière et qu'on a un sous-jacent qui latéralise, mécaniquement, par sa construction, le momentum va retourner vers zéro. Quand la tendance haussière va repartir, le momentum, le rate of change, va repartir également. Mais donc, ça veut dire qu'un rate of change qui baisse ne veut pas dire que la tendance va se retourner. En revanche, souvent, quand on a une tendance qui décélère, avec un rate of change qui baisse, ben ça peut être le signe précurseur d'un retournement de tendance. En l'occurrence, quand le rate of change va passer négatif, ça veut dire que le prix d'aujourd'hui est inférieur au prix N périodes, au prix des N périodes précédentes. Donc, ici, vous voyez que on a eu donc un rate of change qui n'a cessé de progresser entre 2009 et 2015, et qu'à partir de 2015, on a eu donc une décélération de la tendance haussière, mais que le momentum est resté à 36 mois, est resté positif jusqu'à janvier 2018. C'est à partir de janvier 2018 qu'il a commencé à osciller entre des valeurs négatives et des valeurs positives, ce qui a indiqué donc effectivement qu'on était bel et bien rentré en consolidation. Alors, aujourd'hui, pour que le momentum repasse positif, il faudrait donc que le prix de l'Eurostoxx 50 soit supérieur au prix de l'Eurostoxx 50 il y a 36 mois. Et il y a 36 mois, l'Eurostoxx 50 était globalement sur les hauts de range autour de 3750. Ça veut dire que pour que le rate of change redevienne positif, il faudrait effectivement à la louche que l'Eurostoxx 50 arrive à dépasser cette zone à 3300 points. 3300 points, peut-être un petit peu plus, 3400 points. S'il y arrivait, alors ça voudrait dire effectivement qu'on a peut-être un début d'amélioration du momentum à la hausse. Voilà comment j'utilise le momentum. J'essaye de comprendre, en fait, si il met en place des divergences baissières avec le prix et j'essaye de le calibrer
de telle manière à ce que dans les tendances haussières précédentes, il soit toujours supérieur à 0 et qu'à partir du moment où il rentre bel et bien en consolidation, son réglage fasse qu'il passe en territoire négatif, ce qui montre bien qu'on est dans un moment de marché où les haussiers et les baissiers commencent effectivement à avoir un rapport de force plus équilibré. Alors, on va avancer avec maintenant le S&P. Je vais me mettre en données hebdomadaires et je vais changer donc mes indicateurs. Alors, le S&P, la première remarque, puisque ce qui vous intéresse, c'est des lectures et des analyses à moyen voire long terme. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est la physionomie du S&P depuis 2018. Rallye haussier qui a démarré donc en 2009, et ce que dit la théorie de Dow, c'est que les tendances haussières sont souvent séquencées de la manière suivante. Accumulation, début de la tendance, ou préambule à la tendance. Participation, c'est-à-dire développement de la tendance, et c'est le moment où le consensus, c'est-à-dire la perception des investisseurs est la plus partagée, dans un sens, en l'occurrence à la hausse. Et troisième séquence, distribution. Et là, c'est le moment où la majorité a souvent tort. Donc, dans la tendance, c'est la majorité, c'est le consensus qui va driver les prix. Et sur les fins de tendance, c'est-à-dire dans les séquences de distribution, c'est le moment où la majorité se trompe et où elle croit que la tendance va reprendre et où en fait on est dans une séquence de distribution. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que ce qui définit une tendance, quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous travaillez, ça va être la succession de creux et de sommets qui sont ascendants. Or, qu'est-ce qu'on voit sur le S&P? On voit un creux qui est inférieur au précédent, on voit un sommet supérieur au sommet qui précède le dernier creux, et on voit maintenant un creux qui est plus bas que le creux précédent. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une tendance haussière sur le S&P. On est dans une tendance qui, pour moi, est haussière neutre. Haussière parce que on a inscrit sur l'indice un nouveau sommet, mais neutre parce qu'on a également assisté à l'inscription d'un nouveau creux. Donc, on est maintenant dans une période d'incertitude sur ce qui va se passer sur le S&P pour les prochains mois, peut-être pour les prochaines années. Est-ce que le rallye haussier démarré en 2009 est mort? Ou est-ce que, au contraire, on est simplement dans une période haussière neutre et lorsque le S&P, si le S&P arrive à clôturer de nouveau au-dessus des 3400 points, alors la tendance haussière sera de nouveau confirmée et on dira que la tendance haussière séculaire, non, excusez-moi, on dira que la tendance séculaire est toujours haussière et qu'elle a été interrompue par un bear market primaire qui aura duré donc 2 ans, caractérisé par cette structure en mégaphone qui n'est pas jolie, mais que j'ai quand même tenu à vous montrer ce soir parce que quelque part, si on fade, c'est-à-dire si on gomme cet excès haussier, eh ben on a 3 points de résistance et
3 points de support, ça veut dire concrètement qu'on pourrait tout à fait avoir un scénario, ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas non plus une prédiction, c'est simplement une hypothèse de travail sur un S&P qui pourrait aller travailler la zone des 3150 points, parce que si on gomme cet excès haussier et qu'on conserve à l'esprit ces points de résistance ici, ben on pourrait tout à fait avoir un S&P qui cale de nouveau sous ce support ascendant de structure en mégaphone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que, je le répète pour que vous puissiez imprimer ce que je dis, pour que vous puissiez bien vous en souvenir plus tard. La tendance du S&P est haussière neutre. Haussière parce qu'on a inscrit un nouveau sommet, neutre parce qu'on a inscrit un nouveau plus bas, et donc nous ne savons pas ce qui va se passer. Point numéro 2, le S&P est dans une période d'incertitude qui sera résolue soit par une rebaisse de l'indice et un nouveau plus bas, et dans ce cas-là, nous aurons 2 sommets descendants et 2 creux descendants, et je ne serai plus haussier neutre, je passerai baissier. Soit au contraire, on continue de latéraliser à l'intérieur de 2200 et 3400, et donc on reste neutre. Soit le S&P repasse au-dessus de 3400 points, et dans ce cas-là, la tendance haussière sera de nouveau confirmée, et on dira qu'elle a été temporairement interrompue par un bear market primaire qui a en fait mis entre parenthèses une tendance haussière séculière démarrée il y a plus de 10 ans. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le S&P. Un target potentiel autour des 3150 points, ça veut dire que si effectivement le S&P arrive à dépasser sa M200, excusez-moi, s'il arrive à dépasser sa moyenne mobile à 200 jours d'ici à un mois et qu'il continue sa progression, son prochain rendez-vous, ça sera avec cette résistance autour de 3150 et on verra effectivement ce qui se passe. Voilà, donc si je n'ai pas de questions sur le S&P, d'ailleurs, si vous voulez poser une question, le plus simple, c'est que vous m'écriviez la lettre Q dans la fenêtre de chat et que vous preniez la parole à ce moment-là. Comme ça, tout le monde profite de votre interrogation. On va continuer avec maintenant une demande de Pierre Aloïs sur le secteur automobile, secteur européen. Alors, on est toujours sur des temporalités de moyen terme, moyen-long terme. C'est pour ça que tous les charts que vous voyez à l'écran, si vous vous posez la question de savoir quel est l'horizon de temps, vous voyez ici « one week », ça veut dire donc qu'on est bien en hebdo. Alors déjà, secteur automobile, première constatation, voilà, je vais zoomer plutôt un petit peu pour qu'on se concentre sur ce qui se passe depuis janvier 2018. On est clairement dans ce qu'on appelle en anglais un bear market rally, c'est-à-dire un rallye de contre-tendance. La tendance, depuis 2018, sur l'auto, elle est négative, avec un sommet, un creux, 2 sommets plus bas que le sommet précédent et un nouveau creux. Donc, on est bien en présence d'une séquence de creux et de sommets baissiers. La dernière jambe baissière a été extrêmement violente et c'est important de souligner maintenant que si nous mettons de côté la performance du Nasdaq 100 et d'une certaine manière du S&P, mais surtout
du Nasdaq 100, nous sommes quasiment partout en présence de configurations techniques qui signalent des rallyes de contre-tendance. Il y a eu et il y a toujours un débat qui fait rage. Est-ce que la hausse actuelle est une hausse d'un marché baissier, autrement dit d'un rebond technique à l'intérieur d'une tendance primaire qui reste baissière, ou est-ce que nous sommes en présence de ce qu'on appelle en anglais un V-bottom et une V-recovery? Okay. Quand on regarde le Nasdaq 100, qui doit être à peu près à 2,5 ou 3% de son sommet du 19 février dernier, on a envie de penser, en ne regardant que lui, qu'on a effectivement un marché qui a mis en place un V-bottom, un creux en V. Quand on regarde tous les autres marchés, le S&P 100, le S&P Equally Weighted, le Russell 2000, l'Eurostoxx 50, le Stoxx 600, le Emerging Markets, MSCI Emerging Markets, le Dow Jones World, le Dow Jones Industrials américain, le Dow Jones Transportation, où que l'on regarde, nous sommes en présence de marchés qui sont dans des rebonds de contre-tendance à l'intérieur d'une impulsion baissière qui a été donc extrêmement violente à partir du mois de février. Donc ça aussi, vous devez le retenir et ne pas vous laisser embarquer par des discours qui affirment que nous sommes en présence d'un marché qui a fait son point bas et qu'on va forcément aller sur les points hauts précédents et inscrire de nouveaux sommets. Peut-être que c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais quand on regarde tous les autres marchés et même les secteurs américains, quand on va sortir la techno, quand on va sortir la santé, quand on va sortir ces mêmes secteurs en Europe, on voit on assiste en fait à des secteurs qui sont convalescents. Et c'est assez représentatif ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire ce marché de l'auto, enfin ce secteur de l'auto, qui est à peine sur un 50% de la dernière patte baissière. Et j'ai même pas pris le sommet, j'ai pris vraiment l'impulsion du Covid-19, donc à partir de février. Mais quand on regarde la partie vraiment qui trend à partir donc de cette impulsion baissière, on voit qu'on est à peine au-dessus du 50%. Alors, concrètement, on a un target sur l'auto qui va être sur le 60% et le gap baissier. On a également une moyenne mobile à 17 périodes qui va gêner peut-être la progression des prix s'il continue de monter avant même le test du gap baissier. Et puis, si je vous mets un chart en Ishimoku, vous allez voir qu'en plus de ce gap et de cette moyenne mobile qui arrivait non loin des cours et de ce 61,8 qui est à 380 points, on a en plus une Kijun qui va jouer son rôle de résistance. Donc, ça veut dire concrètement, attendez, que le potentiel haussier du secteur auto européen, il est sur 380, c'est-à-dire la borne basse du gap baissier, et qu'il y a un risque de reprise de pression baissière au contact de cette zone forte de résistance. Quand on regarde en bas le RSI, il a été survendu et il navigue maintenant autour des 45 points. Il faut que vous sachiez que les RSI de marché baissier naviguent entre 10 et 15 bornes basses et 60 bornes hautes. Les RSI de marché haussier naviguent entre 30, on va dire entre 35 et 40 bornes basses et 80, voire plus, bornes hautes. Là, notre RSI, c'est clairement un RSI de marché baissier. Donc, l'oscillateur confirme la lecture baissière de l'indice sectoriel
La résistance à 61,8 plus gap plus Kijun me fait penser que ça va être un target difficilement franchissable. Si, par la suite, on avait un dépassement de ce gap à 380, le target suivant, ça serait à 436, 420, cette zone de polarité, c'est-à-dire cette zone de support qui deviendrait résistance. Si le secteur auto du Stoxx 600 repart à la baisse, on va avoir un premier niveau de support intermédiaire possible à 313, et si 313 lâche, alors il y a une possibilité pour qu'on ait un retour sur la zone des 275-250. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire, ou est-ce que je continue d'avancer? Pas de questions, donc on avance avec le secteur bancaire qui lui aussi est bien mal en point. Secteur bancaire, il faut que vous sachiez qu'il a un point commun avec le secteur auto, c'est un secteur dit value. Value, c'est l'auto, les banques, l'énergie, et certains considèrent historiquement que les utilities sont des values, mais moi, je serais plus mesuré en ce moment sur le fait de les considérer comme des values, mais ce n'est pas forcément un sujet qu'on doit avoir ce soir. Mais disons que sur ce qui concerne les banques et l'énergie, et d'une certaine manière l'auto, on est vraiment sur des compartiments de marché qui sont donc value. Alors, value à opposer à valeur de croissance, et ce sont des valeurs, ce sont des secteurs que je vous encourage à regarder en deuxième partie d'année, parce qu'il pourrait y avoir une surperformance de ces secteurs par rapport au secteur de croissance. Alors, une surperformance, ça ne veut pas dire que si les marchés baissent, les banques, l'énergie et les autres values vont forcément monter. Mais ça veut dire qu'elles vont baisser moins. En revanche, si le marché repartait à la hausse, ça ne veut pas dire que c'est mon scénario central, mais si c'est si c'est le scénario qui finissait par arriver, il y a peut-être une chance que les values se mettent à surperformer. Pour savoir si ce que je dis ce soir se vérifiera à l'avenir, il vous suffira de diviser le secteur value qui est disponible sur TradingView par le Stoxx 600, et si le ratio de force relative repart à la hausse, ça voudra dire effectivement qu'il baisse moins vite si les indices baissent et qu'il progresse plus vite si les indices se remettent à monter. Alors, quand on regarde ensemble donc le secteur bancaire, on est évidemment dans un marché baissier. Hein, c'est la même configuration que le secteur auto, mais encore plus faible, puisque là, on a effectivement un secteur qui n'a pas du tout rebondi, mais qui est stable à l'intérieur d'un range entre 80 et 93. Alors, il y a deux manières de regarder les choses. Il y a la manière optimiste et la manière pessimiste. Les deux vont devoir, de toutes les manières, être confirmés par le marché. La vision optimiste, c'est de dire que en fait, les banques sont en train de mettre en place une phase d'accumulation. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un des points de la théorie de Dow, c'est-à-dire accumulation avant participation, c'est-à-dire prise de tendance. Être optimiste sur les banques, ça veut dire, en fait, le marché s'est fait, le secteur s'est fait massacrer, et maintenant, on est arrivé sur des métriques fondamentales qui font qu'il y a des acheteurs qui pensent que c'est intéressant de payer le secteur bancaire parce que, quel que soit le contexte, je parle surtout
Alors, quand je parle du contexte, je fais référence à deux choses. Covid, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, seconde vague, pas seconde vague, ralentissement de l'économie, taux de chômage, toutes ces questions liées donc à la pandémie. Et puis le deuxième élément auquel je fais référence quand je parle du contexte, bah, c'est en fait l'élément macro, c'est-à-dire de toutes les manières une économie mondiale qui, avant l'arrivée du Covid, ne cessait de montrer qu'elle se dégradait avec des PMI, par exemple, qui ne cessaient de ralentir, des lectures, par exemple, sur le Japon et l'Allemagne, d'entrée en récession. Et en fait, on avait des indices qui tenaient, qui ont tenu en 2019, principalement par le soutien des banques centrales. Et le manque d'alternatives aux actions, c'est-à-dire que parce que justement les banques centrales faisaient tout pour écraser les taux d'intérêt à la baisse, elles en limitaient forcément mécaniquement le rendement des marchés obligataires. Et donc, c'était la fameuse TINA, c'est pas Tina Turner, c'est TINA qui a incité les investisseurs à acheter des equities parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. TINA, ça veut dire, c'est l'acronyme pour there is no other alternative. OK? Donc, quand on regarde le secteur bancaire, on voit qu'il a lui aussi énormément souffert de ce ralentissement de l'économie, de cette frilosité des chefs d'entreprise à investir et donc à faire appel donc, aux banques. C'est comme ça qu'elles gagnent leur vie, en prêtant de l'argent aux différents agents économiques, ménages et entreprises. Mais également que le secteur bancaire, il a souffert de la baisse des taux. Il a particulièrement souffert. Alors, c'est vrai qu'avec Covid-19, la baisse, elle a été spectaculaire, mais justement, peut-être qu'une lecture en purge pourrait être acceptée comme hypothèse de travail, avec effectivement donc une séquence d'accumulation qui est en train de se former, mais attention, cette hypothèse d'accumulation ne serait validée que sur le dépassement de la résistance à 93 points, c'est-à-dire ici, et encore, ça serait une sortie de range, mais ça pourrait tout à fait échouer sur le 38% et puis repartir à la baisse. En revanche, attendez, on pourrait tout à fait avoir une accélération haussière sur le 38, un repli sur la polarité, une reprise de la hausse vers le niveau à 100 points, le 38%, et puis ça continuerait sur le 50%. Là, ça baisserait de nouveau. Ça irait chercher la polarité sur le 38. Ça repartirait à la hausse pour tester le 50, pénétrer dans le gap et peut-être pousser un petit peu plus haut sur le 61,8. Et puis après, ça repartirait à la baisse pour aller chercher la bande basse du gap et la polarité. Et puis après, ça repartirait à la hausse. Voilà. Donc ça, c'est évidemment la lecture très positive pour le secteur bancaire. La lecture qui l'est moins, c'est de dire, en fait, ce n'est pas du tout de l'accumulation, c'est simplement de la latéralisation. Que nous dit l'analyse technique? Elle nous dit que, a priori, les ranges et les zones de congestion sont des figures de continuation de la tendance dans laquelle ils s'insèrent. La tendance, elle est baissière, donc ça peut tout à fait latéraliser entre 84 et 93, et ensuite repartir à la baisse avec une rupture du support. Alors vous pouvez me dire, oui mais Laurent, en me disant ça, tu m'aides pas, parce que tu me dis pas où est-ce qu'il va aller le secteur bancaire. Mais j'en sais rien. Et en tant qu'analyste technique, je n'ai absolument pas comme obligation, et je vous fais un clin d'œil, de prédire l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le marché est indécis, suivez-le, ne surinterprétez pas. Il n'y a aucun moyen de savoir si ça va dépasser 93 ou casser 80. On peut tout à fait dire, avec cette moyenne mobile à 17 semaines qui arrive à toute vitesse sur le range, vu que par ailleurs, la situation macro n'est pas top, et que l'analyse technique nous dit que les ranges sont des figures de continuation dans les tendances dans lesquelles ils s'installent, ils s'inscrivent, bah ça va casser le support à 80. Et c'est tout à fait recevable comme argumentation. On peut tout à fait également avoir un avis contrarien et dire que c'est de l'accumulation. Alors, pour les contrariens qui veulent payer les banques, premier target à 93. Si effectivement 93 est dépassé, alors on aura une petite augmentation des probas pour qu'effectivement on assiste à une hausse plus importante des banques. Regardez vos ratios de force relative pour voir si elles surperforment ou pas. Regardez votre RSI, qu'il ne re-rentre pas dans la zone de survente et surtout qu'il continue de monter, d'évoluer à la hausse avec un target autour de 43, voire 50, et puis on verra s'il est capable de monter plus ou pas à l'avenir. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur les banques. On va continuer avec le MSCI Emerging Markets, qui est donc une demande de Kevin. Là encore, vous avez à l'écran un bear market rally, un rallye de marché baissier, un rallye de contre-tendance. Quand on regarde le MSCI Emerging Markets, c'est évident qu'on est encore dans un trend baissier. Pourquoi le MSCI Emerging Markets est un indice que je regarde souvent? Et pourquoi, à mon avis, il faut l'intégrer dans son analyse technique globale macro? Parce que les marchés émergents sont de loin la classe d'actifs dans le compartiment action la plus risquée. C'est quand on a foi dans comment dirais-je, dans le retournement haussier du cycle économique ou dans la prolongation du cycle économique qu'on achète des actions des pays émergents. C'est de loin les entreprises qui ont les moins bonnes gouvernances pour le moment, qui sont le plus liées à la dimension cyclique de l'économie. D'une part parce que vous avez des émergents qui produisent et exportent des matières premières qui sont achetées lorsque le cycle économique accélère. D'autre part, vous avez des émergents, si on peut encore les appeler émergents, je pense à la Corée et Taïwan, qui pour moi ne sont plus du tout des émergents, mais peu importe, dans le classement MSCI, ils font partie des émergents. Et ce sont des produits qui produisent quoi? Ce sont des pays qui produisent des semi-conducteurs, qui sont typiquement des composants liés au cycle économique. Donc, quand on parle pays émergents, on parle actifs risqués liés au cycle économique. Et je voudrais même faire une parenthèse supplémentaire, c'est que quand on parle pays émergents, je sais pas pourquoi je dis produits émergents, quand on parle pays émergents, c'est pour une grosse partie, alors c'est qui? C'est la Russie, c'est le Nigeria, c'est le Venezuela, c'est l'Iran, c'est les pays d'Afrique. Ce sont des pays qui exportent des matières premières. Or, si le cycle économique repart à la hausse ou qu'il se prolonge, le besoin en matières premières se fait sentir. Donc, les prix des matières premières augmentent. Donc, les exportations des pays émergents
augmente. Donc, ça veut dire que les entreprises des pays émergents font plus de profits. Et donc, ça veut dire que si les matières premières augmentent, on est peut-être reparti dans un cycle inflationniste. Qu'est-ce qu'on voit sur les emerging markets depuis 2018? On voit des pressions déflationnistes. C'est pour ça que quand on vous parle ou quand vous lisez dans la presse, c'est le retour de l'hyperinflation ou le risque de la dette contractée par les pays aussi bien émergents que non émergents va déboucher sur de l'hyperinflation? Peut-être. Ce n'est pas mon point de vue, mais à la limite, mon point de vue, on s'en fiche. Que disent les charts? Eh bien que si on repart en hyperinflation ou en inflation forte, je ne vois pas de l'hyperinflation avec le prix des matières premières qui s'effondre. Donc de toutes les manières, c'est intéressant de regarder des indices comme le CRB ou les pays émergents parce que non seulement ça nous donne des indications sur l'appétit pour le risque des investisseurs, mais ça nous donne aussi des indications sur leur perception et leurs anticipations du cycle économique de 9, 12 à 18 mois et des tensions inflationnistes qui peuvent exister. Quand on regarde le MSCI le MSCI Emerging Markets, on est clairement dans un marché qui est sous le 61,8 de la baisse précédente. On est donc sous la polarité, sous la moyenne mobile à 17 semaines, avec un RSI qui est faible, donc tout comme le secteur auto, le secteur bancaire, les indices actions européens et américains hors Nasdaq, on est bien dans un bear market rallye. C'est ce que nous dit le chart. Sur le franchissement de 61,8, ça peut aller sur les 1000 points, c'est-à-dire ici, qui sera à la fois cette petite polarité et le point de passage de la moyenne mobile à 40 semaines. Et en cas de redémarrage de la baisse, ça pourra aller chercher le 38% et le point bas de la baisse de cette bougie ici, aux alentours des 850 points. Donc, toujours baissier sur les émergents, baissier sur le secteur bancaire, avec un point d'interrogation sur accumulation ou pas, baissier sur le secteur de l'auto, tant qu'on n'a pas dépassé ces fameuses zones de résistance sous lesquelles, pour le moment, tous les indices sont coincés. Et si on fait une petite aparté sur le S&P 500, c'est vrai que le S&P 500, il a dépassé son 61,8 à 2934, mais il est à combien? Il doit être, demain il va réouvrir, et il va être à 2940, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on navigue autour de 2940. Donc de toutes les manières, il est à une fraction de son 61,8. Donc l'ensemble des marchés sont sous leur 61,8 et sous des polarités. Alors, puisqu'on a parlé des pays émergents en répondant à Kevin, on va maintenant aller sur la matière première reine des métaux industriels, le copper. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler du copper? Parce que moi, je le trouve plus fiable que le pétrole. Alors, le pétrole, c'est évident que c'est aussi une matière première qui reflète en fait la demande liée au cycle économique. Plus on a besoin de pétrole, plus ça veut dire que les anticipations de croissance sont importantes. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que le pétrole, il est évidemment impacté par l'offre et la demande mondiale, mais il est aussi impacté par les arrangements et la négo quasi continuelle des pays de l'OPEP entre eux et des pays de l'OPEP avec les pays qui ne font pas partie de l'OPEP. Je pense notamment à la Russie. C'est également un actif qui est impacté par la force ou la faiblesse du dollar. Et c'est un actif qui est impacté également par les tensions géopolitiques. Souvenez-vous du bombardement par l'armée yéménite des installations saoudiennes il y a quelques mois. Ça n'a rien à voir
avec l'offre et la demande, ça n'a même pas à voir avec les tractations de l'OPEP, ça n'avait même pas à voir non plus avec le cours du dollar, c'était simplement un spike sur le prix du pétrole à cause de ces attentats. Et donc, on a vu que ça s'est redégonflé immédiatement, mais vous voyez bien que le pétrole, il est à la confluence de tellement de forces qui se travaillent, qui s'affrontent continuellement, que finalement, la partie macro des cours du pétrole, c'est hyper dur de la quantifier quand on analyse les cours du baril. Quand on regarde le cuivre, les choses sont beaucoup plus claires. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 2018 ? On voit que le cuivre, il est en baisse. Et qu'en fait, la baisse des cours du cuivre, ça reflète le ralentissement du rythme de l'économie mondiale. Et on est là aussi, sous un 61,8, on est là aussi dans une tendance baissière primaire, démarrée il y a plus de 24 mois, interrompue par des tendances intermédiaires secondaires qu'on voit ici, là où il y a mon curseur, qu'on voit également ici. Et ce à quoi nous sommes actuellement en train d'assister, c'est une tendance intermédiaire, c'est comme ça que Charles Dow les a définies, des tendances intermédiaires, parce que pour Charles Dow, il y a 3 types de tendances. Il y a la tendance primaire, la tendance secondaire, enfin, il y a les tendances primaires, les tendances secondaires et les tendances mineures. Les tendances secondaires, c'est celles qui durent entre quelques semaines et quelques mois, qui interrompent les tendances primaires, qui sont des mouvements qui s'intègrent, on le voit, dans une tendance lourde de fond. Et là, sur le copper, on est sous le 50%, sous la moyenne mobile à 17 semaines, avec un RSI qui est toujours faible, on est donc, et sous la polarité. On est donc bel et bien, quand on regarde le copper, dans un bear market rallye. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à l'intérieur donc de ce canal baissier qu'on voit ici, puisque là, vous avez donc les cours des futurs sur le COMEX à New York, vous avez donc ce support baissier, cette résistance baissière, et à l'intérieur, vous avez ce support, cette résistance, cette résistance, cette résistance qui, comme par hasard, va également jouer si les cours du copper continuent d'augmenter sur 2,50 $, c'est-à-dire qu'il aura une polarité, une résistance de intracanal, une moyenne mobile à 40 semaines, 1,61,8, ça fait beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que parce que ça fait beaucoup, qu'il ne va pas y arriver. Mais ça veut dire qu'en termes de proba, et vous devez toujours raisonner en termes de proba, jamais de certitude, en termes de proba, les chances pour que le copper arrive à dépasser son 61,8 et toute cette zone identifiée à 2,50 n'est pas très importante pour moi. Et donc, soit il va tester 2,50 $, il va rebaisser, retester, rebaisser, et puis peut-être qu'il va finir par passer, soit il va rebaisser. Mais les probabilités, pour moi, que le copper soit en mesure de dépasser directement le 61,8 sont très très faibles. Voilà, donc avant de continuer sur le gold, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, dites-le dans la fenêtre de chat et prenez la parole. Moi, je vais en profiter pour boire un petit verre d'eau. Alors, s'il n'y a pas de questions, merci Fred, ça veut dire soit que je suis en train de vous endormir et que derrière votre écran, vous vous assoupissez, bercé par mes paroles, soit que ce que je vous dis ne vous intéresse pas. Là, je vous provoque un petit peu. Merci Kevin. Merci Venezia qui me dit « Nous sommes tous oreilles ». Nous sommes toutes oreilles. Bon, ok, donc pas de questions. Donc dans ce cas-là, Didier me dit « Nous sommes attentifs ».
Bien, écoutez, je suis extrêmement content d'avoir une classe ce soir aussi studieuse, mais j'espère quand même qu'il y aura un petit peu d'interactivité. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Vincent me dit, on écoute sérieusement. Enfin, vous êtes hyper sérieux ce soir. Hein. Bon, bah alors écoutez, hein, devant tant de concentration, je continue avec le gold, parce que c'est Mariella qui a donc posé une... Ah non, non, excusez-moi, avant le gold, il y a le palladium. On reste, avant d'aller sur le gold, on va donc parler du palladium, métal précieux. Alors, palladium, je vais enlever le RSI, je vais me mettre en monthly, et je vais me mettre en log, et je vais avoir un aperçu plus synthétique de ce qui se passe sur ce marché. Alors, quand vous êtes sur un marché, n'oubliez jamais d'examiner le contexte technique sur un horizon de temps supérieur. Ça va vous sortir la tête du guidon, ça va vous permettre de savoir où sont les niveaux importants, ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul, d'altitude et de perspective, et ça va vous permettre surtout de respecter un des axiomes clés de l'analyse et du trading, qui est, a priori, d'aller dans le sens de la tendance. Vous pouvez être contrarien, ça paye d'être contrarien, mais avant d'être contrarien, c'est-à-dire avant de vous mettre en face de flux importants, soyez sûr que vous avez des arguments sérieux pour pouvoir le faire. Parce que un contrarien dans une tendance haussière, il va avoir tort 30 fois et raison une fois. Alors qu'un trend follower, il va avoir raison 30 fois et il aura tort une fois. Donc ça paye toujours, à mon sens, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une des clés du comportement de l'investisseur pour gagner de l'argent. The trend is your friend, ça veut dire la tendance est votre ami. Pourquoi c'est votre copine, la tendance? Parce qu'elle va vous permettre de gagner de l'argent. Sauf que elle va finir par vous trahir un jour ou l'autre. Sauf que si vous êtes toujours en train de vous dire, ça y est, la tendance, elle se retourne, bah vous n'allez pas profiter de la tendance. Parce qu'un investisseur qui serait rentré sur le break, je ne dis même pas en bas à 440, à 500, je dis à 900 sur le break, il aurait payé un petit peu sur le break, il aurait renforcé sur la polarité et il aurait participé tranquillement dans la hausse, et ben il serait rentré à peu près à 980 et il serait aujourd'hui à 1980. Okay, donc, suivre la tendance, ça ne veut pas dire rentrer en bas et sortir en haut, ça veut dire prendre ce qu'on appelle en anglais the chunk, c'est-à-dire la majorité du mouvement. Allez, 70%. Si vous prenez 70% du mouvement, vous êtes un roi. Si vous prenez 70% d'un mouvement avec un bon money management, que vous savez identifier les départs de tendance, que vous savez identifier les retournements de tendance, donc on va enlever les 20% du départ, ceux qui sont au début de la tendance, au moment où la tendance n'a pas encore fait son break. Les 20% du départ, c'est ça, c'est sous la résistance. Et puis vous allez enlever les 20% de la fin, au moment où ça se retourne. Et vous allez vous retrouver avec les 60%. Et bien si à chaque fois vous prenez 60% d'une tendance avec un bon money management, vous êtes un roi. Donc souvenez-vous de ça. On n'essaye pas d'acheter en bas et de vendre haut. Ça, c'est du pipeau. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre les tendances sur les dépassements de résistance. Vous pouvez tout à fait rentrer avant, mais vous serez sur un horizon de temps inférieur. Et vous aurez comme objectif de prix, justement, la résistance à 860. Hein. Mais vous essayez de capter les tendances, et quand on regarde le palladium, en monthly,
en log, on voit bien qu'on est sur un mouvement très puissant qui est parti de 500 et qui est à 2000, qui est monté à 2700. Dans ce contexte haussier séculaire, c'est-à-dire une tendance haussière séculaire, c'est une succession de tendances primaires. Donc il y a tendance séculière sur le S&P, c'est 2009-2019. Dans ces tendances séculières, il y a des tendances primaires, par exemple sur le S&P 2016-2018. Et dans ces tendances primaires, il y a des tendances intermédiaires qui durent plusieurs semaines ou plusieurs mois. Quand on part sur du weekly, sur le palladium, on est sur un marché qui consolide. Alors pourquoi il consolide? Parce que on voit bien ici que les prises de profit sont importantes, mais on est malgré tout toujours au-dessus de la zone de polarité à 15,40. Donc au-dessus de 15,40, je suis haussier, mais je suis neutre parce que je vois bien qu'au-dessus de 15,40, le momentum il s'est perdu. Pourquoi? Parce que on avait peut-être ici une polarité. Kevin me dit le palladium est très lié au secteur auto. Oui, absolument. Absolument, Kevin. On avait ici une polarité, enfin, on avait ici une résistance qui était potentiellement support. Elle a été enfoncée, cette zone, pendant une semaine. C'est pas très grave. Et derrière, on a eu un redémarrage de la tendance. Donc, si après ce test de la polarité qui a été enfoncé, mais on ne va pas s'y attarder. On va lui pardonner au palladium de ne pas avoir respecté sa polarité. Il est allé chercher la suivante. Et il met derrière une bougie verte très importante. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est que cette bougie verte très importante, elle n'est pas suivie d'effet. Et, chose plus grave, Steve Nissen, qui est le gourou des chandeliers japonais en Occident, nous dit que quand on a des grosses bougies comme ça de relance d'un mouvement haussier, la moitié du corps de la bougie doit être support. Et là, on voit bien que la moitié du corps de cette bougie n'a pas été support et on l'a enfoncé beaucoup plus. Donc, je ne serais pas étonné de voir le palladium maintenant osciller entre 15,40 et 22,60. Si effectivement, il arrive à repasser au-dessus de 22,60, ça veut dire qu'il ira sans doute vers 27, 2700. Okay, mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que je suis neutre, je suis haussier long terme, neutre moyen terme sur le palladium parce que, en fait, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Si effectivement on dépasse les 2700, la tendance haussière est confirmée. Si en revanche on casse les 1540, les 1540, eh bien on sera potentiellement sur une hypothèse de retournement de tendance acceptable sur le palladium. Pierre me dit, il ne devient pas refuge aussi. Je sais pas, Pierre, regardez, le palladium, il s'est écroulé en mars avec l'or et tous les autres. Hein. Donc oui, enfin valeur refuge, si on veut. Oui, on peut considérer que les métaux précieux sont des valeurs refuges et que, on va parler du gold tout à l'heure, et que le palladium en fait partie. Mais comme le palladium, il est aussi très utilisé dans l'industrie automobile, s'il y a une baisse d'activité de vente de véhicules, parce qu'il y a une révolution dans l'industrie automobile, en plus du ralentissement donc, du cycle économique, si l'industrie automobile a moins besoin de palladium parce qu'elle va moins produire, parce qu'il va y avoir moins d'achats, parce qu'il va y avoir une crainte de l'avenir qui fait que les ménages vont conserver leur véhicule plus longtemps par peur de dépenses excessives, et qu'il y a d'autres facteurs également
par exemple pour les voitures allemandes, une baisse de la consommation en Chine. Bref, s'il y a une baisse de la consommation des véhicules, le palladium pourrait en pâtir. Donc je ne sais pas trop, Pierre, si c'est une valeur refuge ou pas. Il faudrait pour cela savoir quelle est l'utilisation des acheteurs de palladium. Ils le stockent comme le gold ou est-ce qu'ils l'utilisent? Il faudrait le savoir. En tout cas, sur le palladium, pour répondre à Gérard, on est à l'intérieur d'un range, donc je botte en touche, neutre. Je reconnais la nature haussière du métal à long terme, mais ce qui va se passer entre le support et la résistance, je ne sais pas. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait justement cette lecture possible de distribution, ça veut bien dire qu'il y a un retour du rapport de, enfin, il y a un retour de l'équilibre dans le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, et donc qu'il y a bien ce changement. Jean me dit, pourquoi tu prends des moyennes mobiles à 17 et 40 pour tes trades? Pourquoi pas, Jean? Bah parce qu'elles marchent bien. Parce que, regarde, dans les tendances haussières, regarde, elle est intéressante la question de Jean. Imaginez une stratégie de trading toute bête que vous allez confier à un enfant de 5 ans et à qui vous allez dire, tu regardes le graphique, quand les deux courbes elles croisent à la hausse, t'achètes, quand elles croisent à la baisse, tu vends. C'est vraiment bête hein, comme approche. Il paye ici, pile sur le breakout. Il accompagne toute la hausse. Il vend ici, pile avant l'accélération baissière. S'il short, il prend la petite baisse. Et dès qu'elle recroise à la hausse, il prend la petite hausse. Et quand elle croise à la baisse, il prend toute la baisse. Et quand elle croise à la hausse, il prend toute la hausse. Là, elle croise, il prend la baisse, il prend la hausse, il est flat. Ensuite, ici, il prend toute la hausse. Donc, ce système vraiment très simple de trend following avec une 17 et une 40, une exponentielle 17 et une 40 mensuelle, et une 40 simple, pardon, arithmétique, ben, ça fait une stratégie gagnante. Hein. Voilà pourquoi, Jean, je prends ces moyennes mobiles. Pas parce que je trade le palladium, mais parce que de voir la 17 rejoindre la 40, ça me montre bien qu'on est dans une séquence potentielle de distribution. Peut-être que la 17, elle va repartir à la hausse, mais ça me montre bien que on est sur un momentum de moyen terme qui reste positif, c'est la 40, mais sur un momentum d'une temporalité plus courte qui se dégrade, et donc ça me conforte dans ma lecture en consolidation du palladium. Sur le gold, pour répondre à Mariella, alors je vais me mettre en monthly. Est-ce que, voilà, je vais sortir du log et j'ai une clôture mensuelle à 18,26. Donc, clôture mensuelle 1826 $ pour une once et plus haut jamais atteint 1842, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est ça? Non, pardon, 1921. Donc, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, sur mon excellent logiciel TradingView, il faut que je fasse des rafraîchissements pour avoir les échelles qui se remettent bien. Voilà. Donc, sur le gold, on est à très long terme
en phase de consolidation latérale depuis 2011. Et sur un horizon plus court, on est potentiellement, donc, enfin, on est dans une tendance haussière avec comme target 1824 et 1912. Quand je passe en weekly, là encore, hein, j'ai mes moyennes mobiles qui sont haussières. Mais il y a un truc que j'aime pas trop. Ce que j'aime pas trop, c'est ce RSI là, qui pour le moment fait un sommet moins haut alors que le prix a fait un nouveau sommet. Et ça, le fait que le RSI diverge du prix, ça ne me dit pas forcément que le gold va baisser, mais ça veut dire que le momentum baisse. Qu'est-ce que je vous ai dit au début d'émission? Que les tendances haussières, par exemple, que les tendances haussières avaient 95% du temps des baisses de régime dans le momentum avant de se retourner. En revanche, je vous ai dit que les baisses de momentum ne génèrent pas forcément des retournements de tendance. Alors, Kevin me dit, en mensuel, on n'aurait pas une tasse La anse n'est pas encore formée. Voilà ce à quoi Kevin fait allusion. Une tasse avec anse. C'est une lecture, c'est une hypothèse de travail tout à fait recevable. On est très très en amont de ce scénario, mais si effectivement les cours échouent à inscrire un nouveau sommet historique, alors ce scénario proposé par Kevin reviendra sur le devant de la scène, en tout cas par rapport à mon travail, où je me dirais, bon, alors on est sur le très long terme dans une tendance haussière, depuis 2011, on est en conso, la conso, elle signale que les boules ont perdu un peu la main, qu'ils ont besoin de plus de temps pour reprendre le contrôle des échanges, que ce plus de temps peut se concrétiser par des figures de continuation d'analyse technique connues. La tasse avec anse est l'une de ces hypothèses. Donc si je repasse en weekly, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un MACD qui, lui aussi, avec ses diagrammes, me montre la baisse de momentum, le spread des deux moyennes mobiles qui commence à pointer vers le sud. Donc, ça veut dire que j'ai une confirmation de cette baisse de régime, ce qui veut dire que vous ne devez pas être surpris si vous voyez le gold retracer. Vers où pourrait-il retracer? Première hypothèse, il est très très fort. Il retrace sur 1675, cette polarité. J'y crois moyen. Je pense qu'il va aller au moins sur 1640, c'est-à-dire ici. Et il peut même aller chercher les 1588. Ça, c'est hors Fibo. Si je mets mes ratios, bah en fait, regardez. Ici, 1680, c'est rien. C'est même pas 38% de la dernière impulsion haussière. C'est pour ça que je dis que s'il allait sur 1680, il serait hyper fort. Il a plus de chances d'aller sur 1640. Ou d'aller chercher cette zone entre le 50% à 1600 et cette polarité ici à 1590. Okay. Donc, compte tenu
de ce que mes indicateurs techniques me disent, compte tenu des bougies. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un franchissement de résistance qui tourne au vinaigre avec une toupie. Derrière, ça veut repartir. On a une belle bougie verte. Mais les 2 semaines qui suivent, ça reconsolide. Et puis on fait de nouveau une bougie verte et puis ça reconsolide. C'est pour ça que le momentum, il se dégrade. C'est parce qu'on n'a plus ce caractère hautement impulsif qu'on pouvait avoir ici. Que des bougies vertes qui s'enchaînent les unes derrière les autres. OK? Ici, c'est un peu plus laborieux. Ça veut dire que, à mon sens, vous ne devriez pas être surpris d'assister à une consolidation sur le gold avec 16,75, mais surtout 16,40 pour moi, qui serait potentiellement un prix d'achat avec un stop, si on paye 16,40, sous 15,88. Donc, haussier sur le gold, sachant que, de toutes les manières, sur un horizon de temps plus large, attendez, sur un horizon de temps plus large, attendez, laissez-moi réfléchir. Il ne faut pas que les cours, pour moi, enfoncent 15,88 pour rester haussier. Si ça retourne sur 15,88, la tendance, elle est clairement haussière. Mais si ça baisse jusqu'à ce niveau, je serai... en fait, au-dessus de 15,88, je suis haussier. Entre 15,88 et 15, c'est-à-dire 1500 $, je suis haussier neutre. Et sous 1500, même jusqu'à 1450, je suis haussier. Non, excusez-moi, parce qu'en fait, je réfléchis à haute voix avec vous. Je répète, les niveaux, c'est les suivants. Au-dessus de 15,88, haussier. Au-dessus de 1500, haussier neutre. Entre 1500 et 1450, neutre. Et sous 1450, baissier. Voilà, vous avez les niveaux. Donc, pour tous ceux qui sont long gold, vous avez les différents paliers où vous savez comment arbitrer vos positions si vous en avez. En tout cas, pour le moment, au-dessus de 15,88, c'est toujours boule, quoi. On est toujours avec des creux qui sont ascendants et des sommets qui le sont également. Voilà, ça c'était une réponse à Mariella. J'espère que je vous ai répondu, Mariella, que je vous ai donné les niveaux de moyen terme qui vous intéressent. On va passer maintenant à Total. C'est Didier et Elena qui posent la question. Alors, évidemment, Total impacté par les prix du baril. Total également impacté par l'évolution du CAC 40 et Total qui est également impacté par le compartiment value des actions. Donc, 3 champs de force qui tapent sur Total et qui l'empêchent de progresser depuis 2 mois. Là encore, et ça sera vraiment le mantra de la soirée, bear market rallye, puisque on est en présence d'un actif qui est dans une tendance baissière, hein,
même si elle a été très faible, puisqu'il n'y a eu qu'une patte d'impulsion baissière avant une conso, mais maintenant, on est depuis janvier. C'est intéressant parce qu'avant de faire l'émission, je m'en étais pas, le webinaire, je m'en étais pas rendu compte. En fait, la tendance baissière de Total, elle n'a pas du tout démarré avec le Covid. Elle a démarré dès le mois de janvier. Très forte impulsion baissière, rebond technique, où on est sur le 50%, en haut du range, sous la moyenne mobile à 17 semaines et sous la borne basse du gap baissier. Donc, soit on a des prix du baril qui continuent de progresser à la hausse, et ça sera un facteur de soutien, mais pas le seul pour permettre à Total de continuer la hausse. Soit on a un contexte global macro qui mettra de la pression sur les prix du baril du fait du ralentissement de la demande, avec des actions qui par ailleurs stagneront ou repartiront à la baisse. Et donc on aura Total qui soit continuera de latéraliser, soit repartira à la baisse. En tout cas, on a ici un petit niveau en weekly, puisque ce qui intéressait Elena et Didier, c'était le moyen terme. Donc, on a un petit niveau de support ici. Si on casse 28,94, autrement dit, si on casse les 29 € sur Total, ben, le risque, c'est de voir une pression baissière se manifester de manière significative avec un retour possible sur 24,50, peut-être un peu plus haut, 25. Donc, sur cassure de 29, on va à 25, à mon avis, assez vite. Et puis après, on verra effectivement s'il y a du potentiel supplémentaire à la baisse. Je n'ai pas énormément de choses à dire en plus sur Total parce que finalement, le contexte technique est très similaire au copper, au secteur auto. C'est des bear market rally qui sont stoppés sur les bornes du gap baissier et sur les retracements de Fibo et sur les moyennes mobiles baissières. Donc, si ça dépasse, si ça franchit ce niveau à 34, on va aller chercher la borne haute du gap baissier à 36. Et puis si ça dépasse 36, ça ira sur 42. Il y a peut-être, non même pas, j'allais dire un petit fanion. Ouais, non même pas. Frédéric me dit merci beaucoup Laurent, je dois partir. Bonne soirée Frédéric. On a presque fini pour les autres. Il y a encore 2 devises et puis après on aura terminé le webinaire, donc on aura fini d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, sur Total, rien de plus à ajouter. On est sous une zone de résistance importante et il faudra attendre de voir ce qui se passe. Mais pour moi, le risque baissier, il est loin d'être négligeable sur la valeur. Alors, Vincent, qui pose une question, long terme, évolution du Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, j'ai identifié un scénario possible à long terme, c'est-à-dire depuis 6 ans, qui est conforme à ce que Elliott nous dit. Une première vague d'impulsion baissière, je suis en échelle, alors je suis en logarithme, non, je suis en échelle logarithmique en données mensuelles. Je vais passer, et en ligne de clôture. Je vais me mettre, parce que c'est là que c'est intéressant, je vais me mettre toujours en échelle logarithmique, en ligne de clôture, je vais enlever mes moyennes mobiles. Et j'ai une première vague d'impulsion baissière, une deuxième vague corrective, une 3. Alors, la 3 du Bitcoin,
Elle est juste hallucinante, hallucinante. Elle démarre, tenez-vous bien, à 171 $ et elle termine à 17 000 $. Je crois que c'est la plus grande 3 de l'histoire du monde. C'est la championne toute catégorie des vagues 3. Si mon décompte héliotiste sur Elliott est correct. Parce que je ne crois pas qu'il y a un autre actif qui puisse se targuer, j'ai envie de dire, se vanter de passer de 170 $ à 17 000 $. Il fallait y participer à cette 3. Alors là, je peux vous dire que ceux qui étaient dans cette 3, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, un acheteur qui a fait cette 3. Mais tout à l'heure, quand je vous disais, ne prenez que 60% des tendances, mais regardez, 60% de 17 000 $, ça fait quand même un sacré paquet d'argent qui a pu être fait sur le Bitcoin. Tout ça pour dire que Elliott nous dit que quand on a une 2 qui corrige, on a une 4 qui est latérale. Ce n'est pas une obligation, c'est ce qu'il appelle lui une guideline. Enfin, c'est ce que Prechter plutôt appelle une guideline. Donc j'ai bien une 2 corrective et une 4 en triangle, donc ça me va. J'ai donc un scénario possible d'un redémarrage du Bitcoin de la 5e vague, sachant que ce qui est le plus difficile sur Elliott, c'est de savoir quand est-ce que les vagues correctives se terminent. Si on prend cette vague 4 comme vague potentielle, la question c'est où est-ce que le Bitcoin peut aller? C'est ça, j'imagine, qui intéressait Vincent. C'est où est-ce que le Bitcoin peut aller si on a une 5 qui est en préparation. Alors, il y a deux façons de travailler le scénario. D'une part, avec les ratios de Fibo, c'est-à-dire qu'il y a une règle. Alors, je ne vais pas vous faire un webinaire sur les projections de Fibo parce qu'on y est encore ce soir à 23 h. Mais juste pour que vous gardiez ça en mémoire, on a une règle qui dit que quand vous avez une vague 1, une vague 2 et une vague 3, vous allez mesurer la distance entre le point d'origine de la 1 et le haut de la 3 et le nombre de points que vous avez obtenu entre le début de la 1 et la fin de la 3, vous allez en extraire 61,8 en valeur de ce parcours et ce 0,618 de ce parcours entre le point d'origine de la 1 et de la 3, vous allez le projeter à partir du point bas de la 4 et ça va vous donner la 5. Autrement dit, la hauteur de la 5 représente 0,618 de la hauteur du point d'origine de la 1 jusque le point haut de la 3. Quand je fais ça avec le Bitcoin, j'ai un target à 17 055 $. Ce qui, si cette hypothèse de travail est exacte, me ferait penser que j'ai une 5 tronquée avant d'avoir une entrée beaucoup plus longue en consolidation ou en correction sur le Bitcoin. Si je veux avoir une deuxième hypothèse de projection haussière sur le Bitcoin, je vais mesurer le nombre de points qu'il y a, enfin c'est des dollars, hein, le nombre de points qu'il y a entre le point bas de la 4 et la résistance baissière, ça va être ma hauteur de triangle, et je vais la projeter à partir du point de breakout s'il a lieu, et ça me donne un target à 30 000 $. Donc, entre 17 et 30, je n'ai pas beaucoup d'autres targets à vous proposer que je peux argumenter. Donc Vincent, désolé, mais voilà ce que j'ai comme hypothèse de travail, si évidemment la 4 est en train de se terminer. Parce que si la 4, en fait, c'est un range,
Et ce que je vais faire, c'est que, attendez, voilà. Si j'ai un range comme ça, si en fait, ce n'est pas un triangle, si c'est un rectangle, peut-être que ce que va faire le Bitcoin pendant les 3 prochaines années, c'est ça. Donc en fait, ça voudrait dire que l'hypothèse en triangle, elle doit être abandonnée. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc comme on ne sait pas du tout, bah, on est obligé d'émettre des hypothèses et guère plus. Alors attendez juste une seconde. Voilà, j'ai repositionné mes écrans. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin. 5 tronqués à 17 000, projection du triangle à 34 000, et puis après, entre les deux, tous les scénarios possibles et imaginables à l'intérieur de à partir de projections de cette zone de consolidation. Le dernier actif, c'est Gauthier qui nous l'a demandé, et c'est le CAD JPY. Alors, bonsoir Eric. Gauthier, CAD JPY, on voit qu'on est sur une zone ici de support très très importante. À 75 yens, que si cette zone elle est enfoncée, on pourrait aller chercher les 70 ou les 72 yens. Okay, quand on regarde sur un horizon de temps plus court, ce qu'on voit sur le 4JPY, c'est une espèce de triangle. Si ce triangle il était dépassé ou enfoncé, ça pourrait donner les cibles en projetant la hauteur du triangle à partir du point de rupture à la hausse ou à la baisse. Ce qui est intéressant sur le 4JPY, c'est qu'on est typiquement en présence d'une devise matière première, parce que le CAD, c'est la devise canadienne, gros exportateur de pétrole vers les États-Unis et le reste du monde, et le yen japonais, qui est une valeur refuge, ou je devrais dire une devise refuge. C'est-à-dire que les investisseurs achètent quand l'aversion au risque renaît. Pourquoi les investisseurs achètent du yen quand l'aversion au risque perce? Parce que ce qu'ils ont fait avant d'acheter du yen, c'est qu'ils l'ont vendu. Ce qu'ils ont fait, c'est que le yen, les taux japonais ne rapportent rien. Donc le yen est une devise qui ne rapporte rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire puisqu'elle ne rapporte rien? On va l'emprunter, puisque ça ne coûte rien de l'emprunter. Les taux sont négatifs ou très bas. Donc on va emprunter du yen sans que ça coûte beaucoup d'argent. Avec ce yen
qu'on a emprunté aux Japonais, on va le vendre immédiatement. Et qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter des bons du trésor australiens à 10 ans qui ont des rendements très supérieurs au rendement du yen. On va acheter des actifs liés aux matières premières néo-zélandais. On va acheter avec cette monnaie qui n'est pas onéreuse à emprunter, on va aller acheter des actifs risqués. Quand le cycle économique se retourne, on va faire l'inverse. On va vendre les actifs risqués, prendre les bénéfices et on va se retrouver avec des devises commodities. La devise australienne, par exemple, ou la devise canadienne. Et on va la vendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rembourser son emprunt qu'on a fait en yens et qui ne nous a rien coûté. Et donc, on va acheter du yen. C'est pour ça que le yen est acheté lors des périodes d'aversion au risque et vendu lorsque l'appétit revient, à cause de ces opérations qu'on appelle carry trade. Et donc, le CAD, qui est vraiment une devise matière première, comme le dollar australien, comme le dollar néo-zélandais, eh bien, le CAD JPY, c'est typiquement une devise commodities contre une devise refuge. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle est en train de former cette paire potentiellement un triangle symétrique. Ça veut dire que ça pourrait presque servir de proxy, merci Gauthier, pour savoir quel est l'état de l'aversion ou de l'appétit pour le risque au niveau global macro. Regardez le CAD JPY, de la même manière que vous pouvez regarder l'AUD JPY. Donc, si on a un triangle symétrique en formation avec un dépassement de l'oblique baissière du triangle vers le haut, ça veut dire que le CAD s'apprécie par rapport au JPY et donc que le pétrole repart, les actions et les actifs risqués repartent. Si en revanche, on a un triangle symétrique qui finit par se résoudre à la baisse, avec une rupture du support ascendant, ça veut dire que le yen s'apprécie par rapport au CAD et que par conséquent, l'appétit pour le risque revient sur le marché. Que l'aversion au risque revient sur le marché. Si le CAD JPY baisse, ça veut dire que l'aversion au risque revient sur le marché. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vous remercie tous de votre présence. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Sinon, on va s'arrêter là. Alors, s'il y a des questions, mettez un Q dans la fenêtre de chat, que je sache que vous voulez poser une question. Sinon, effectivement, on va arrêter le webinaire maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Venetia me dit, si possible, pour revenir au copper en daily. Bonne soirée Didier, bonne soirée Jean, Gauthier, il a une question, alors attendez. Je vais répondre aux autres questions, puis après je vous réponds Gauthier. Donc Venetia, si possible, pour revenir au copper en daily, la bougie du jour est sur la Tenkan. Exact. Rebond avant de repartir à la baisse après les deux dernières bougies rouges, ou étant au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes avec une lagging span loin de la résistance.
retourner vers Fibo 50 de la baisse à 2,44. Alors, la Tenkan, elle risque d'avoir un problème. La lagging span, elle risque d'avoir un problème sur la SSA et le plat de nuage, la SSB. Donc ça veut dire que le niveau ici, à 2,43, 2,43, 2,44, il est important. Si on dépasse, je suis assez d'accord avec vous, Venezia. Si on arrive à redépasser 2,44, ça veut dire qu'on a une hypothèse tout à fait plausible d'une reprise de tendance, avec un danger, évidemment, c'est de voir les cours s'arrêter sur le point haut du 20 mai. Mais si on repasse au-dessus de 43, il y a de fortes chances qu'on aille un petit peu plus haut. Si en revanche, ça ne repasse pas de 43, il y a un risque de baisse. Je suis bien d'accord. Pierre me dit, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je vois un biseau? Attendez, je termine avec le copper. Non. Ouais, c'est comme ça que vous voyez votre biseau Venezia. Bof. Je ne suis pas très convaincu par ce biseau. J'aurais préféré qu'il soit comme ça. Vous voyez? Qu'il soit comme ça. Et il n'y a pas beaucoup. Je suis, oui, trop de temps passé un petit peu. Et puis, on ne voit pas vraiment la compression des cours. Ok, j'accepte cette lecture, j'accepte cette lecture en biseau, mais je ne suis pas totalement convaincu par elle. Mais bon, à voir, à suivre. Pierre, est-ce que ça, de rien Venezia, est-ce que ça a du sens, Pierre me pose la question, de comparer une action particulière avec son secteur? Ben évidemment, Pierre. Bien sûr que ça a du sens de comparer une action avec son secteur. Parce que si vous voyez, par exemple, un graphique du secteur auto qui est en train de repartir à la hausse, vous dites, tiens, le secteur repart à la hausse, mais vous achetez quoi? Vous achetez un constructeur automobile ou vous achetez un équipementier? Vous achetez Valeo, Forestia, Plastic Omnium, Continental, Michelin? Ou vous achetez Peugeot, Renault, BMW, Volkswagen? Et puis vous allez acheter une française ou une allemande? Vous allez acheter Peugeot ou Renault? Vous allez acheter Daimler ou Volkswagen? Eh bien, vous allez les comparer entre elles et les comparer par rapport à leur secteur pour choisir la plus forte. Ça sert à ça, les ratios de force relative. Ça sert à choisir au mieux l'actif le plus fort pour les achats et de vendre l'actif le plus faible quand on veut shorter. Donc oui, ça a du sens. Gauthier. Oui, bonsoir Laurent, vous m'entendez? Très bien.
Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre analyse sur la paire, 4 JPY et puis je voulais revenir sur Total et en fait, tout ce qui s'est passé sur quasiment toutes les oil majors et je voulais parler de l'impulsion, baissière qui a eu lieu en début d'année et la comparer par rapport à l'impulsion, liée au prix négatif du pétrole. Comment est-ce que vous interprétez le fait que l'impulsion baissière de début d'année soit allée plus bas sur 21,70, tandis que l'impulsion baissière liée au pétrole, au prix du pétrole négatif est restée au-dessus du support, au-dessus oui, du support à 29. Parce que, Gauthier, j'ai une question. Vous me posez une Oui. question, je vous en retourne une autre. Est-ce que vous vous souvenez, si vous en souvenez pas, ça n'a aucune importance, hein, je vous donnerai la réponse. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps le pétrole, le WTI, est resté en territoire négatif? Environ quelques heures seulement. Ouais, un peu plus. Ouais, 12 heures, un truc dans Ok. ce genre. Pourquoi le WTI est passé, le prix du WTI est passé en territoire négatif? C'est simplement parce qu'il y a eu, il y a eu des tensions qui sont nées de facteurs techniques liés à la gestion des contrats à terme qui faisaient que les détenteurs de pétrole qui devaient s'en débarrasser d'ici 24 heures, puisque le contrat expirait le lendemain avant d'être roulé sur l'échéance suivante, ne trouvaient pas d'acquéreurs, puisque les acquéreurs, en fait, étaient déjà stockés à mort et qu'ils n'avaient aucun intérêt à en avoir plus, qui ne prévoyaient pas plus de demandes immédiatement, et que par conséquent, ils ont dit, nous, on est d'accord pour prendre votre pétrole, mais uniquement si vous nous considérez comme des stockeurs, donc vous allez nous payer pour stocker votre pétrole. Et c'est pour ça que le prix est passé négatif. Mais immédiatement après, c'est-à-dire dès qu'on est passé sur échéance juin, le prix du WTI, il est reparti à la hausse, et là, il doit être autour de 30. Donc en fait, c'est drôle parce que si vous reprenez mes tweets au moment où ça s'est passé et où tout le monde disait, et ils avaient raison quelque part, le prix du pétrole est passé en territoire négatif, c'est la fin du besoin des hydrocarbures pour l'économie mondiale, etc., etc. Et moi, je leur ai dit, mais pas du tout. On est simplement dans un problème de gestion des contrats à terme. C'est super technique et cette anomalie va durer 24 heures et ensuite, elle va être résolue. Et sur les échéances suivantes, d'ailleurs, quand on voyait le prix de juillet, août, septembre, octobre, novembre, etc., on voyait bien que les prix remontaient. Ça voulait bien dire que, d'une part, les investisseurs anticipaient un petit retour de la demande, au fur et à mesure que l'échéance des contrats s'éloignait, et puis qu'on était de nouveau dans un contexte de contrat futur de matières premières tout à fait normal, avec un effet contango, c'est-à-dire que le prix de décembre inclut le prix de la matière première, plus la livraison, plus l'assurance, plus les frais de stockage. Et donc, on était de nouveau dans une configuration normale, presque normale, j'ai envie de dire. Si on avait effacé cette anomalie de 48 heures, on était sur des prix très, très, très bas, parce que de toutes les manières, il y avait ce problème entre Saoudiens et Russes sur cette guerre des prix entre les deux camps. Il y avait également une baisse de la demande. Il y avait un terminal à Cushing, en Oklahoma, qui était gavé et qui était à 10 ou 15 de sa capacité maximum de stockage et donc des tensions sur ce créneau. Mais au-delà de ça, ça n'a pas plus baissé que ça parce qu'il n'y avait pas de raison que ça baisse plus. Si les cours sur juin étaient repartis à la baisse pour aller vers
10 ou 5 $, ça c'était le vrai prix. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement l'inverse. Les prix sont remontés. C'est pour ça que les prix du WTI non sont remontés, que les prix du Brent également. Ok, merci de votre réponse, c'était clair. OK. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, pour, vos questions. Merci Pierre, merci Gauthier, merci Venezia, merci Jean, merci Kevin, merci Vincent. Merci à tous. Si ce webinaire vous a plu, eh ben, on en refera d'autres, avec, le même format et en attendant, je vous souhaite à tous, une excellente, soirée et je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir Ilan, au revoir Venezia. Bonne soirée. Bonsoir Gauthier, bonsoir Pierre.